Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui résonne encore dans le silence de l'hiver. Une histoire que le vent du nord transporte par-delà les forêts endormies. Une mélodie funèbre que seules les âmes solitaires peuvent entendre. On l'appelle la complainte des esprits pris au piège, la légende des cris du lac gelé. Fermez les yeux et écoutez bien. Julien avait cherché le silence comme d'autres cherchent la fortune. Ingénieur du son de profession, il avait passé sa vie à traquer, filtrer et dompter le bruit incessant de la civilisation. Les villes, pour lui, n'étaient que des cacophonies agressives, des superpositions de fréquences hostiles qui saturaient l'air et l'esprit. Il rêvait d'un son pur, originel, le son du monde avant l'homme. C'est ce qui l'avait conduit ici, au bord du lac Alnök, dans cette cabane isolée au cœur d'une forêt boréale si vaste qu'elle semblait avoir avalé les cartes. L'hiver s'y était installé en maître absolu. La neige, épaisse et immaculée, recouvrait tout d'un linceul ouaté, absorbant chaque écho, chaque vibration. Le monde était devenu un studio d'enregistrement à ciel ouvert d'une acoustique parfaite. Et le lac était la pièce maîtresse. Une étendue immense, figée sous une couche de glace si épaisse et si sombre qu'elle ressemblait à de l'obsidienne polie. Il ne reflétait rien, ni le ciel gris-perle, ni les silhouettes squelettiques des bouleaux qui montaient la garde sur ses rives. Le lac gardait ses secrets. Les premiers jours furent une bénédiction. Julien passait ses heures à calibrer son matériel. Des microphones ultra-sensibles, capables de capter le murmure d'un flocon de neige touchant le sol ou le craquement lointain d'une branche sous le poids du givre. Il laissait ses enregistreurs tourner toute la nuit, avide de capturer la symphonie secrète de l'hiver. Le jour, il écoutait, casque sur les oreilles, les yeux fermés, s'immergeant dans ces paysages sonores d'une pureté qu'il n'avait jamais connue. Le souffle du vent dans les conifères, le glissement cristallin de la neige, le battement étouffé de son propre cœur dans la quiétude absolue. C'est au cours de la 5e nuit qu'il l'entendit pour la première fois. Ce n'était pas un son fort, à peine une ondulation sur l'oscilloscope, un bruit grave, profond, qui semblait naître non pas de la surface, mais des entrailles même du lac. Un long grincement, suivi d'une sorte de percussion sourde, comme si un géant frappait un tambour à des kilomètres sous la glace. Intrigué, il isola la fréquence. Ce n'était pas le travail naturel du gel. Il connaissait ces sons-là, les plaintes aiguës et les détonations sèches de la glace qui se contracte sous l'effet du froid. Non, ce son était différent. Il était lent, presque organique, rythmique, un samp, espacé par de longues minutes de silence oppressant. Les nuits suivantes, le phénomène s'intensifia. Le son se fit plus clair, plus proche. Julien installa un microphone parabolique sur le porche, le dirigeant vers le centre du lac. Il passait ses nuits à veiller, emmitouflé dans des couches de laine, le regard fixé sur la surface noire et inerte, attendant. Le son revenait toujours, après minuit, lorsque le froid était à son paroxysme. C'était devenu une présence, une entité invisible qui communiquait avec lui à travers les vibrations de la glace. La solitude, qu'il avait tant chérie, commençait à changer de nature. Elle n'était plus paisible, mais habitée. Le silence de la journée n'était plus qu'une pause, une tension qui s'étirait en attendant la reprise du concert nocturne. Il se mit à observer le lac
avec une méfiance grandissante. Chaque fissure à sa surface, chaque bulle d'air prisonnière sous la glace lui semblait être un signe, une lettre d'un alphabet qu'il ne pouvait déchiffrer. Un après-midi, alors que le soleil pâle déclinait déjà, il remarqua une tache au loin, vers le centre du lac. Une zone où la glace semblait plus sombre, presque meurtrie. Elle n'était pas grande, à peine la taille d'une voiture, mais elle se détachait nettement sur le blanc bleuté du reste de la surface. Il l'observa à travers ses jumelles. La glace y paraissait plus mince, plus trouble, comme si quelque chose en dessous en altérait la composition. C'est de là, il en était certain, que provenait le son. La curiosité, ou peut-être une forme plus sombre de fascination, le poussa à s'aventurer sur la glace. Il s'équipa de crampons, d'un piolet, et s'avança avec une lenteur infinie. L'air était si froid qu'il semblait solide. Chaque inspiration était une morsure. Sous ses pieds, la glace émettait des craquements sinistres, des protestations qui résonnaient dans ses os. Plus il approchait de la tache sombre, plus une sensation de malaise s'insinuait en lui. Ce n'était pas seulement la peur de passer au travers, c'était autre chose. Un sentiment d'être observé par le dessous, une pression invisible qui montait des profondeurs obscures. Arrivé à la lisière de la zone sombre, il s'agenouilla. La glace ici était différente. Elle n'était pas lisse, mais parcourue de milliers de petites fractures, comme du verre de sécurité qui aurait subi un impact. Et elle était étrangement chaude au toucher, ou plutôt moins froide que le reste. Il colla son oreille contre la surface. Le silence. Le son ne se manifestait que la nuit, mais il vit quelque chose, juste sous la surface. Trouble, des formes, des lignes pâles, allongées, qui semblaient se mouvoir avec une lenteur de cauchemar. Il crut d'abord à des jeux de lumière, à des courants sous-glaciaires. Mais en plissant les yeux, la vérité, ou ce qui lui sembla être la vérité, prit forme. C'étaient des silhouettes humaines, des corps entrelacés, suspendus dans le néant noir de l'eau, les visages tournés vers lui. Leur bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Julien recula d'un bond, le cœur battant à se rompre. Il glissa, tomba lourdement sur le dos. Pendant une seconde, il ne vit que le ciel blanc et vide. Puis son regard revint se poser sur la glace. Les formes avaient disparu. Il resta là, haletant, la buée de son souffle se cristallisant instantanément devant son visage. Hallucination, l'isolement, le froid, la fatigue. Il se força à y croire, se releva et regagna la rive en courant presque, sans oser se retourner. Cette nuit-là, tout changea. Le son n'était plus un simple battement sourd, il s'était transformé. À travers le casque, filtré et amplifié, le bruit était devenu un chœur de voix étouffée, distordu par l'eau et la glace, des lamentations, des murmures indistincts qui s'élevaient en une plainte connective. C'étaient des centaines, peut-être des milliers de voix, superposées, qui semblaient gratter la paroi inférieure de la glace, cherchant une sortie. Il passa la nuit entière à travailler sur l'enregistrement, appliquant des filtres, isolant des bribes de phrases. Les mots étaient incompréhensibles, une langue morte ou une prière démente. Mais l'émotion, elle, était d'une clarté terrifiante. C'était la peur, la détresse, l'agonie sans fin de ceux qui se noient. Les jours qui suivirent furent une descente dans la folie.
Julien ne dormait plus, il ne mangeait presque plus. Son seul univers était devenu cette symphonie macabre. Il se sentait investi d'une mission. Il n'était plus un simple observateur, un auditeur passif. Il était le seul témoin, le seul qui pouvait les entendre. Les voix commencèrent à s'adresser à lui, ou du moins c'est ce que son esprit dérangé lui soufflait. Parmi le chaos des lamentations, il croyait parfois distinguer un mot, une supplique qui lui était destinée. « Aide-nous, sors-nous de là, froid, si froid. » Il ne sortait plus de la cabane. Les fenêtres étaient couvertes de givre, le transformant en prisonnier d'un monde blanc et silencieux le jour et d'un tombeau sonore la nuit. Les ombres dans la pièce semblaient s'épaissir, se tordre. Il avait l'impression que des présences humides se tenaient derrière lui, que des doigts glacés effleuraient sa nuque. L'odeur de la cabane avait changé. Une senteur de vase, d'eau stagnante et de décomposition imprégnait le bois des murs. Il trouva un vieil almanach dans un tiroir, un livre jauni qui racontait l'histoire de la région. Une page, cornée, décrivait la création du lac Alnuk dans les années 30. Ce n'était pas un lac naturel, c'était le résultat d'un barrage hydroélectrique. Un village entier, Saint-Christophe des Eaux, avait été englouti pour le créer. Les archives parlaient d'une évacuation réussie, mais une note en bas de page, écrite à la main par un ancien propriétaire de la cabane, disait autre chose. Menteurs. Ils n'ont pas eu le temps. La vallée a été inondée une nuit de tempête avant la date prévue. Personne n'a survécu. Leurs églises, leurs maisons, leurs tombes, tout est en bas. Ils attendent. La révélation ne le terrorisa pas. Au contraire, elle lui apportait une sorte de clarté démente. Il comprenait maintenant. Ce n'étaient pas des fantômes, c'étaient des mémoires sonores, des échos de souffrance piégés dans l'eau, cryogénisés, des âmes gelées dont le seul désir était d'être entendues, d'être libérées du silence éternel. Et lui, l'ingénieur du son, l'homme qui avait voué sa vie au son pur, il était le seul à pouvoir leur répondre. Une nouvelle idée, terrible et impérieuse, germa dans son esprit. Entendre ne suffisait plus. Il devait leur offrir une porte de sortie. Il devait briser la glace. La tempête se leva cette nuit-là, comme si la nature elle-même répondait à sa décision. Le vent hurlait, projetant des tourbillons de neige contre les vitres. Mais au-dessus du fracas des éléments, à travers son casque, Julien entendait les cris du lac. Ils étaient plus forts, plus clairs que jamais. Des hurlements de désespoir, des appels frénétiques. Il l'appelait, il savait qu'il venait. Il enfila sa combinaison la plus chaude, s'empara de la hache qui servait à fendre le bois et sortit. Le vent le frappa avec la violence d'un poing, manquant de le renverser. La neige aveuglante effaçait toute distance, tout repère. Le monde n'était plus qu'un chaos blanc et hurlant. Mais il avait son guide, le son. Il mit son casque, monta le volume au maximum. Les cris du lac le submergeaient, le guidaient. Ils étaient son phare dans la tempête. Il marcha, un pas après l'autre, s'enfonçant dans la neige, le visage lacéré par le froid. Il ne sentait plus rien. Seules les voix comptaient. Il atteignit la tache sombre. Dans la tourmente, elle semblait vivante, pulsant d'une lumière noire. Il tomba à genoux. Le vent cessa soudainement de hurler, comme si l'œil du cyclone se centrait sur lui. Un silence assourdissant tomba. Seuls les cris dans son casque persistaient. « J'arrive » hurla-t-il, sa propre voix lui paraissant faible et lointaine. « Je vais vous libérer !» Il leva la hache.
La lame d'acier brilla étrangement sous la lumière spectrale de la lune voilée. Il frappa la glace, une première fois. Un choc sourd, une fissure en étoile se forma. Les cris dans son casque redoublaient d'intensité, se muant en une clameur d'expectative, presque de joie. Il frappa encore et encore, poussé par une force qui n'était plus la sienne. La sueur gelait sur son front, ses muscles brûlaient. Chaque coup faisait vibrer la glace, et chaque vibration était une réponse, une promesse. Enfin, la glace céda. Avec un craquement sinistre, un trou noir s'ouvrit à ses pieds. Mais ce n'était pas de l'eau qu'il vit, c'était un vide d'où ne montait aucune vapeur. Un froid surnaturel s'en échappa, un froid qui n'était pas de ce monde, qui semblait geler l'âme elle-même. Les cris dans son casque cessèrent d'un seul coup. Un silence total, absolu. Julien se pencha au-dessus du trou, haletant. Il ne voyait rien, juste une obscurité parfaite. Et puis, de cette obscurité, des choses commencèrent à monter, lentement, sans un bruit. Des mains, des dizaines de mains pâles, bleutées, aux doigts décharnés. Elles ne cherchaient pas à s'agripper au bord de la glace, elles se tendaient vers lui. Puis, des visages émergèrent derrière les mains, des visages déformés par une agonie silencieuse, les yeux grands ouverts mais vides, les bouches béantes dans un cri muet qui était 1000 fois plus terrifiant que tous les sons qu'il avait entendus. Il resta paralysé, la hache glissant de ses doigts. Il avait commis une erreur effroyable. Il ne voulait pas les libérer, il voulait l'entraîner avec eux. Une main effleura la sienne. Le contact ne fut pas physique. Il n'y eut aucune pression, aucune poigne, mais un froid insondable le traversa. Un froid qui éteignit la chaleur de son sang, le feu de ses nerfs. Il sentit sa propre voix se détacher de sa gorge, non pas en un cri de terreur, mais en un long murmure de résignation. Il sentit son corps devenir léger, sa conscience se dissoudre. La dernière chose qu'il vit fut son propre visage, reflété dans une centaine de paires d'yeux morts, alors que les silhouettes l'enveloppaient, l'attirant doucement, inexorablement, dans le silence noir et glacé qui se trouvait sous la glace. Dans la cabane, sur la table, l'enregistreur tournait toujours. La tempête s'était calmée. Le microphone parabolique, toujours pointé vers le lac, ne captait plus que le doux sifflement du vent. Puis, après de longues minutes de silence, un nouveau son, à peine perceptible, se joignit au bruit de fond. Un murmure faible et confus. Une nouvelle voix, perdue dans le cœur des damnés. Le son d'un homme qui venait de commencer son éternité de froid et de silence. Ainsi se termine l'enregistrement de Julien. Sa dernière composition, un murmure ajouté à la symphonie macabre du lac. On dit que certaines nuits, lorsque le froid est si pur qu'il brise le silence, on peut encore entendre une nouvelle voix parmi les autres. Une voix qui cherche désespérément la chaleur d'une oreille humaine. Faites de beaux rêves, si vous le pouvez. Bonsoir. Et maintenant, si tu es encore éveillé, respire profondément. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti. Et surtout, reste à l'écoute.
La prochaine histoire t'attend déjà, quelque part, derrière une fenêtre fermée.